On va donc mettre en route la dernière séquence, la dernière ligne droite de cet après-midi, en parlant maintenant des pathologies pédiatriques avec les docteurs Mélissa Barbati, pédiatre à Jeanne de Flandre, et le docteur Bénédicte Bruno, aussi hématologue pédiatrique à l'unité de greffe. La parole d'abord à vous, docteur, pour nous parler des innovations dans le traitement des hémopathies en pédiatrie, de ces hémopathies en pédiatrie. Merci de nous avoir invités, l'équipe de pédiatrie qui a plutôt un colloque adulte, mais qui a aussi tout son sens pour parler des pathologies pédiatriques et AJA. Donc, on m'a demandé de discuter des traitements spécifiques et des innovations dans les lymphomes pédiatriques AJA. Un gros défi en moins de 15 minutes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la pédiatrie et l'AJA? Donc, l'oncopédiatrie prend en charge les malades jusqu'à 18 ans. Contrairement à la pédiatrie de soins courants où c'est 15 ans et 3 mois. Et depuis les années 2000, mais ça existait déjà de façon moins individualisée avant en France, en cancérologie, on a individualisé la tranche d'âge 15-25 ans comme étant les adolescents jeunes adultes. Et donc l'AJA qui a des besoins spécifiques de par cette tranche d'âge particulière. Ensuite, qu'est-ce que les lymphomes pédiatriques? Donc, il y a 10 à 15% des cancers des enfants sont des lymphomes pour les moins de 18 ans. Il y a énormément de sous-catégories des classifications internationales de l'OMS, mais si on veut faire un rapide coup d'œil, il y a à peu près moins de 50%, moins de la moitié des lymphomes pédiatriques sont des lymphomes de Hodgkin. Et pour la plus grosse majorité, un peu plus de 50% sont des lymphomes non hodgkiniens, donc immatures, qui se rapprochent plutôt des leucémies. Donc c'est plutôt des lymphomes lymphoblastiques B et T. Et puis des formes plus matures de lymphomes non hodgkiniens, donc B, comme le B diffus grande cellule ou le Burkitt, et T, comme les lymphomes anaplasiques T par exemple. Donc ensuite, je me suis demandé que discuter en rapport avec l'innovation. Alors voilà, ça c'est la définition du Larousse, l'action d'innover, super, on est bien avancé avec ça. Et je retiens surtout que c'est un processus qui conduit au changement et dont l'effet consiste à rejeter les normes existantes et à en proposer de nouvelles. Donc en synonyme, on a changement, création, invention, nouveauté, révolution, transformation, et donc plein de belles promesses pour le lymphome pédiatrique. Et donc pour moi, l'innovation en cancéropédiatrie, c'est l'innovation en termes de survie, c'est-à-dire se concentrer vraiment sur ces 10-15% qu'on n'arrive pas actuellement à guérir du lymphome, et donc proposer des innovations thérapeutiques pour essayer de gagner pourcentage par pourcentage dans ces courbes de survie. Et puis, c'est l'innovation dans la désescalade de la toxicité, et essayer de proposer des thérapeutiques innovantes en termes de tolérance et de qualité de vie pour le patient. Et donc pour moi, l'innovation, en tout cas en cancéropédiatrie, en hématopédiatrie, lymphome, c'est vraiment l'immunothérapie. Je pense qu'on en a parlé dans cette journée à plusieurs reprises pour la partie adulte. Et donc pour essayer d'individualiser un petit peu, en immunothérapie, il y a les anticorps monoclonaux antitumoraux. Il y en a des plus anciens, comme le rituximab, et des plus nouveaux spécifiques antitumeurs. Il y a des acteurs du système immunitaire, donc par exemple les inhibiteurs de checkpoint, qu'on va voir un petit peu après. L'immunothérapie adoptive, donc là c'est vraiment le transfert de lymphocytes T antitumoraux, donc les fameuses CAR T-cells qui arrivent aussi en pédiatrie, et puis d'autres thérapies ciblées comme les anti-ALK. Donc pour exposer tout ça, j'ai choisi de vous emmener à une de mes consultations. Donc on commence cette consultation d'après-midi par Marie. Marie, elle a 17 ans. Marie, elle a un lymphome de Hodgkin depuis 1 an. Elle a été traitée dans le protocole en vigueur, donc l'Euronet PHLC, qui inclut de la chimiothérapie. Et comme elle n'était pas très bonne répondeuse, elle a eu une intensification avec de la radiothérapie. Et puis finalement, au bilan de fin de traitement, elle est en rémission. Malheureusement, 3 mois plus tard, elle vient en consultation avec cette masse. Et à la biopsie, on retrouve une rechute
de lymphome de Hodgkin. Et donc, c'est là où interviennent les thérapies innovantes, et à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer. Et donc, ça, par exemple, actuellement en pédiatrie, AJA, ça peut être une indication à recevoir donc, une combinaison une combothérapie d'immunothérapie qui s'appelle le brentuximab vedotin associé à du nivolumab pour une tentative de mise en rémission. Donc je vous ai remis quelques explications, même si peut-être au cours de la journée on vous a déjà un petit peu parlé de ça. Le brentuximab vedotin, c'est un conjugué anticorps médicament qui va libérer un agent antinéoplasique entraînant une mort apoptotique des cellules tumorales, mais spécifiquement des cellules tumorales qui expriment l'antigène CD30. Et donc, ce qui est le cas dans le lymphome de Hodgkin. Couplé à ça, on va associer du nivolumab, qui est un anticorps monoclonal humain qui va se lier à un récepteur qu'on appelle le récepteur PD1 ou PD1, et qui va bloquer son interaction avec PDL1. Et en fait, ce récepteur, c'est un régulateur négatif de l'activité des cellules T. C'est un peu, ça va empêcher en fait la cellule tumorale de cadenasser le lymphocyte T et donc réveiller cette immunité T qui est censée être normalement notre veille de cellules antitumorales. Et donc le nivolumab va potentialiser les réponses des cellules T. Et ça, le nivolumab, c'est ce qui a été surtout initié dans le mélanome, mais maintenant on l'utilise aussi dans le lymphome et dans le lymphome pédiatrique. Et donc, brentuximab vedotin nivolumab, c'est notre deuxième ligne de Hodgkin réfractaire ou rechute précoce. Voilà. Donc, autre patient, donc, je vous emmène voir Pierre. Pierre, il a 15 ans. Pierre, il a eu une forme un peu frontière, une présentation plutôt lymphoblastique B ganglionnaire, et puis finalement, rapidement et au bilan d'extension, il a finalement un envahissement médulaire supérieur à 20-25%, et donc été étiqueté finalement leucémie lymphoblastique B, qui a été corticorésistante, de mauvais pronostic il y a 4 ans. Il a eu un protocole qui était en vigueur, donc le CALEF-01, ce qui associe de la chimiothérapie assez intensive et puis des ponctions lombaires avec de la chimiothérapie injectée. Il a fait en fin de traitement une rechute finalement à 6 mois, et donc il a eu un protocole de rechute qui associe aussi des chimiothérapies très lourdes et pour une tentative de mise en rémission qui a été obtenu, et puis il a été greffé avec sa sœur, ce qui a permis de contrôler la maladie, et puis finalement, Pierre fait une deuxième rechute à 1 an post-greffe. Et donc, actuellement, ce genre de patients, adolescents, en deuxième rechute post-greffe, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Donc, c'est des patients qui peuvent être éligibles au CAR-T-cell. Donc, pareil, vous en avez déjà longuement entendu parler. C'est les chimériques antigéniques récepteurs T-cell. Donc, on prend les lymphocytes T du patient, qu'on reprogramme grâce à de la thérapie génique. On ajoute un récepteur chimérique à l'antigène qui va reconnaître la cellule tumorale et entraîner une cascade cytokinique et immunitaire qui va la détruire. Donc nous, par exemple, pour la situation de Pierre en pédiatrie, on peut utiliser les Kymriah de Novartis. Actuellement, c'est une thérapie qui se fait à Lille chez les adultes quand ils sont adolescents AJA. Sinon, pour les âges plus pédiatriques, c'est à Paris que ça se fait, mais bientôt, on essaye de faire ce qu'il faut pour pouvoir les faire au CHU de Lille en pédiatrie. Voilà, donc Pierre a eu Salocaferez, les CAR-T-cells ont été créés, modifiés, il y a eu l'expansion, puis une infusion avec, donc c'est des CAR-T-cells autologues, et au bout de 6 mois de recul, il est toujours en rémission. Les complications principales ont été un relargage cytokinique avec des convulsions dans le mois qui a suivi l'infusion, et puis finalement, il n'y a pas eu de séquelles, et il est actuellement toujours en rémission, parce qu'il y a ce système dans les CAR-T-cells de T-mémoire persistante qui effectue une sorte de veille immunitaire permanente contre les cellules tumorales. Donc il va bien en consultation cet après-midi, mais on a encore peu de recul. Voilà, et puis je vous emmène voir un dernier patient qui s'appelle Thibaut. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Thibaut sur les innovations dans le lymphome pédiatrique AJA? Donc Thibaut a 20 ans.
Thibaut, il a eu un lymphome T anaplasique ALK+, à l'âge de 14 ans. Donc c'est des lymphomes qui ne passent pas du tout inaperçus, qui nous sont quand même assez fréquents en pédiatrie, avec une grosse altération de l'état général, de la fièvre, des lésions cutanées, ganglionnaires, osseuses, comme on peut le voir sur sa TEP. Il a été traité par un protocole de chimiothérapie intensive pendant 6 mois, donc le protocole en vigueur, la LCL 99, qui lui a permis d'être en rémission. Finalement, au bout de 2 ans de fin de traitement, Thibaut a rechuté. Les lymphomes anaplasiques, c'est des lymphomes qui rechutent quand même assez souvent, mais on a beaucoup de lignes thérapeutiques pour les rattraper, et donc prend tout son sens la question de la toxicité et un traitement qui peut lui permettre d'avoir une bonne qualité de vie. Donc, comme c'était une rechute assez tardive, il a pu avoir du Velb, donc c'est des injections qui peuvent ressembler un peu à de la vincristine, de façon répétée pendant 2 ans, qui lui ont permis d'être en rémission. Et puis finalement, Thibaut fait une nouvelle rechute à 6 mois de fin de traitement, avec cette fois une atteinte neuroméningée. Donc là, qu'est-ce qu'on peut lui proposer à Thibaut? Ce qui a été fait, c'est que maintenant, pour ce type de pathologie, on peut avoir des anti-ALK, et des anti-ALK même de 3e génération. Les anti-ALK, c'est des médicaments qui ont l'AMM, par exemple, dans le cancer pulmonaire non à petites cellules. C'est là-dessus que tous les efforts de recherche ont été effectués. Et donc le premier médicament, ça a été plutôt le crizotinib, et puis maintenant on arrive à avoir des anti-ALK de plus en plus poussés et de plus en plus performants et de mieux en mieux tolérés. Et donc Thibaut, avec sa rechute méningée, il faut un anti-ALK qui passe très bien la barrière neuroméningée, et donc Thibaut, il a pu avoir du lorlatinib, et donc ça c'est un comprimé qu'on prend tous les jours, et il a pu avoir ça pendant 2 ans. L'anti-ALK, le lorlatinib, c'est donc en fait le lymphome kinase anaplasique, c'est un récepteur de la tyrosine kinase, et en fait cette protéine qu'on appelle la protéine ALK, elle peut être activée en fait dans le cancer par le biais d'une formation en fait d'une protéine fusion au niveau des translocations chromosomiques, comme c'est le cas dans le lymphome anaplasique. Et donc quand on met des anti-ALK, ça se fixe compétitivement et ça bloque la transduction du signal et de la prolifération cellulaire. Donc ça marche très bien, et en monothérapie. Voilà, donc Thibaut, il a pu avoir du lorlatinib, et ça c'est les imageries au bout de 3 mois de lorlatinib. C'est globalement bien toléré. Il y a quand même un passage au niveau de la barrière hémato-encéphalique, et donc possiblement des effets secondaires à type de prise de poids, parce que ça modifie, ça donne un peu une hyperphagie, pas pour tous les patients, mais pour certains, et donc moyennant des règles hygiéno-diététiques à l'instauration du médicament, on peut ne pas avoir une prise de poids du tout systématique. Donc voilà, Thibaut l'a bien toléré, il est en rémission depuis 2 ans, et les règles actuelles, c'est pour ce genre de pathologie, c'est 2 ans de rémission avec une maladie résiduelle négative, et on peut essayer d'arrêter le lorlatinib. Et donc il est en très bon état général. À l'issue de la consultation d'ailleurs, il nous raconte qu'il fait ses études et qu'il a même une petite copine et qu'il se pose pas mal de questions pour sa fertilité future. Et donc je laisse la parole au docteur Bruno pour vous expliquer un petit peu des choses sur la fertilité post-pédiatrique. Voilà, et puis ça c'est juste pour vous faire notre pub à Jeanne de Flandre et pour vous dire qu'on recrute médecins, infirmières. Voilà. Et le très bel hôpital de Jeanne de Flandre. Avant de passer la parole, je ne peux pas m'empêcher de dire que cette définition de la pédiatrie à 18 ans et cette qualification des AJA, des adolescents jeunes adultes sur les 15-25 ans, ça a été notamment le fruit de réflexions longues et de discussions longues avec les pédiatres et les oncologues adultes, les hématologues adultes, dont j'ai fait partie de cette discussion au titre de l'association Jeunes Solidarité Cancer que j'avais créée. C'était vraiment, on a fait parler il y a 15 ans seulement les adultes et les pédiatres ensemble, et aujourd'hui on voit le fruit. Donc merci. Merci à vous. Docteur Bruno, donc justement ce projet de fertilité de notre jeune de 20 ans, j'ai oublié le prénom. Pierre. Pierre, de Pierre. Thibaut. Ah, c'était l'autre. Alors. Le gros bouton vert. Le gros vert, voilà. Voilà, donc je vais vous parler donc, de la fertilité. Alors, la préservation de la fertilité, je vais juste faire un petit panorama des possibilités de préservation. Chez la fille non pubère, ce qu'on propose, c'est une cryopréservation ovarienne. C'est-à-dire, alors le terme cryopréservation, ça c'est, comme son nom l'indique, c'est une congélation pour conservation.
Et donc on prélève un ovaire qu'on congèle et qu'on peut réutiliser des années plus tard en le réimplantant. Ça, c'est la possibilité pour les filles non pubères. Pour les filles pubères, c'est également une cryopréservation, mais cette fois-ci, c'est une cryopréservation d'ovocytes. Donc l'ovocyte, c'est au moment de l'ovulation, l'ovaire qui fabrique des ovocytes et qui va rencontrer le spermatozoïde pour faire un embryon. Donc c'est l'équivalent du spermatozoïde chez la femme. Sachant que pour pouvoir faire une cryopréservation d'ovocytes, il faut faire une stimulation hormonale et parce qu'il faut tomber au bon moment du cycle menstruel. Donc c'est pas, on ne peut pas décider ça du jour au lendemain. Il faut être au bon moment dans le cycle féminin et avoir une production suffisante. Donc il faut associer ça à une stimulation hormonale. Je vous dirai pourquoi j'explique ça, parce que ça complique un peu la technique. Chez le garçon non pubère, c'est la même chose, c'est la cryopréservation testiculaire. On prélève un petit bout de testicule et on le met de côté. L'énorme différence entre la cryo-ovarienne et la cryo-testiculaire, j'en parlerai aussi, c'est qu'autant la cryo-ovarienne, aujourd'hui, on sait réimplanter et induire des grossesses, autant la cryotesticulaire, actuellement, on ne réimplante pas dans le testicule parce qu'on ne sait pas faire. Donc on sait conserver, mais on ne sait pas encore réutiliser. En revanche, chez le garçon, entre guillemets beaucoup plus facile, chez le garçon pubère, on propose un recueil de sperme après masturbation avec une conservation au sécos. Alors, donc là, je vais parler de la possibilité de préservation dans 3 étapes: au diagnostic de lymphome, pendant le traitement ou alors quand le traitement est terminé. Donc au diagnostic de lymphome chez le garçon pubère, on en a parlé, c'est la conservation de spermatozoïdes, c'est le recueil de sperme par masturbation. Et ça doit être proposé à tout garçon pubère qui doit recevoir une goutte de chimiothérapie. En revanche, et ça, ce que j'ai mis en italique, ce sont les recommandations de l'INCa. Il faut prendre en fait en considération le fait que le patient peut ne pas avoir l'expérience de la masturbation. Donc là, on est vraiment dans les AJA et on est confrontés, nous, quotidiennement, enfin quotidiennement en tout cas, régulièrement, chez les adolescents, à la proposition de recueil de sperme par masturbation. Et c'est pas si simple. Il y a des études déjà qui ont montré que 20% des adolescents de 15 ans et plus ne se sont jamais masturbés. Donc on a des refus, des garçons qui sont très embarrassés, qui ne veulent pas en entendre parler. Donc il y a parfois une barrière psychologique qui est compliquée à franchir entre la maturité de l'adolescent et nous qui nous projetons un petit peu loin et qui pensons que c'est quand même important qu'il le fasse. Alors, chez la fille, c'est plus compliqué, puisque ça nécessite une intervention médicale un peu plus lourde. Déjà, il faut une stimulation ovarienne, comme je l'ai dit, donc il nous faut du temps et il faut un état général qui soit relativement bon. C'est quand même un geste invasif, et là je reprends la phrase de l'INCa. Chez les jeunes adolescentes réglées, la technique doit être discutée en fonction de la maturité et de l'acceptabilité de la procédure de la ponction vaginale. Ça n'est pas une assez générale, mais ça nécessite quand même d'introduire un outil dans le vagin et pour aller récupérer les ovocytes. Et là aussi, c'est pareil, finalement, ça peut être compliqué chez des jeunes filles pubères qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Et enfin, et surtout, l'état médical peut contre-indiquer le geste au moment du diagnostic. Les lymphomes avec des gros médiastins, c'est-à-dire des grosses masses lymphomateuses qui sont entre les deux poumons, les gènes respiratoires et surtout les grandes altérations de l'état général quand le jeune est très fatigué, fébrile, a beaucoup maigri. On ne peut pas aller faire un recueil d'ovocytes et attendre en plus la stimulation et qu'on soit au bon moment du cycle pour prélever. Alors, deuxième étape, c'est en cours de traitement. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait une cryopréservation en cours de traitement? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait au diagnostic? Vous avez vu que finalement, en dehors du recueil de sperme qui se fait propose de façon systématique, les autres cryopréservations sont quand même médicalement plus lourdes. Donc, on ne va pas les proposer à tous les patients au diagnostic parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et puis parce qu'au diagnostic, dans la majorité des cas, il n'y a pas d'indication. C'est-à-dire, dans la majorité des cas, il n'y a pas d'atteinte de la fertilité avec la chimiothérapie qu'il va recevoir. Mais il y a quand même une petite proportion de patients
qui ne vont pas bien répondre aux chimiothérapies standards. On va devoir intensifier les chimiothérapies et en particulier, on va devoir faire une greffe. Et dans ces cas-là, il faut qu'on propose une cryopréservation avant de faire la greffe. Donc après plusieurs cures de chimiothérapie et avant la greffe. Donc je pense que la diapo, elle a sauté. Oui, c'est ça. Donc les patients qui sont concernés en cours de traitement, c'est vraiment ceux qui doivent avoir une intensification du traitement. Comment se passe la cryopréservation? C'est une anesthésie générale. Pour les filles, c'est une célioscopie. C'est la même technique que pour l'appendicite ou pour l'ablation de la vésicule. On fait 3 petits trous, 2 trous pour mettre des pinces très fines et un trou pour la caméra. Pour les garçons, c'est un petit peu plus simple parce que c'est extériorisé. On incise le scrotum et on va prélever un petit bout de testicule. Les deux inconvénients de la cryopréservation, le premier, en tout cas en cours de traitement, c'est qu'on va aller prélever des ovaires ou un testicule qui a déjà reçu de la chimiothérapie. Donc ça veut dire qu'il est quand même déjà une fonction de fertilité qui est déjà altérée par les cures d'avant, même si ce ne sont pas des cures très toxiques pour la fertilité. Et le deuxième inconvénient, c'est que tout ce qui est cryopréservation de testicules ou d'ovaires, c'est que l'idée, c'est qu'après, quand le patient sera adulte et guéri, c'est de réimplanter cet ovaire ou ce testicule dans le corps, soit au niveau de l'ovaire, soit au niveau du testicule, et qu'il n'y a pas le risque, il reste un risque hypothétique parfois, de réimplanter la maladie de départ, c'est-à-dire le lymphome. Mais ce risque est plus fort chez les leucémies que pour les lymphomes. Donc, mais ça reste quand même une grande question. En tout cas, chez la fille, je vous l'ai dit, ça on le fait déjà. Donc on réimplante ce qu'on a prélevé. À l'âge adulte, la jeune femme vient nous voir, nous dit voilà, je suis en couple, je voudrais avoir des enfants. On réimplante cet ovaire au même endroit qu'on l'a prélevé. Et ça, c'est quand même assez, pas miraculeux, mais quand même assez étonnant intellectuellement. Ces fragments vont tout seuls fabriquer des ovocytes et induire, pas toujours, mais possiblement une grossesse normale, sans stimulation, et une reprise de cycle. Alors ensuite, en fin de traitement, donc là, les patients ont terminé leur traitement, qu'est-ce qu'on fait ? Chez la femme, il est recommandé, si elle le souhaite, de proposer une consultation dans des services spécialisés dans la reproduction afin d'évaluer justement la fertilité. Comment on peut évaluer la fertilité chez la fille? On dose une hormone qui s'appelle l'AMH et qui est un reflet indirect, mais qui n'est pas fiable à 100%, mais qui est un reflet de la fertilité. Je dis qu'il n'est pas fiable parce que, attention, il y a des femmes qui ont des AMH très basses à qui on va dire, bah, écoutez, là, il n'y a pas de potentiel de fertilité. Et puis finalement, surprise, ce sont des femmes qui peuvent tomber enceintes. Donc il y a toujours quand même beaucoup de prudence avec l'AMH. Et voilà, ce qui est très très particulier à la femme qui reçoit une chimiothérapie qui est très toxique pour les ovaires, c'est qu'en fait, ce qu'elle va faire, c'est une ménopause précoce. Elle va après son traitement de chimio, éventuellement récupérer des cycles, éventuellement être fertile, et on appelle ça une fenêtre de fertilité. Mais on sait en particulier avec la greffe, si elle a récupéré une petite fertilité des cycles, on sait que ça ne va pas durer dans le temps. Ça va durer 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être 10 ou 15, mais ça ne va pas durer longtemps. Et ce qu'on propose maintenant, et de plus en plus, c'est que même si, dès 18 ans, dès qu'elles sont majeures, si elles ont consulté ou même leur oncologue peut le proposer, même si elles ne sont pas en couple, si elles n'ont pas de désir de grossesse à 18 ans, on va leur proposer de se saisir, si jamais il y a une fenêtre de fertilité, de se saisir de cette fenêtre et de faire ce qu'on peut faire au diagnostic de cancer, un recueil d'ovocytes, mais cette fois-ci après le traitement. Voilà. Ça n'est proposé que si il y a une récupération de cycle et que si on a une AMH quand même suffisamment élevée. On ne va pas le proposer à toutes les jeunes filles, alors qu'on sait que pour certains, ça va pas marcher. Pour les garçons, il n'y a pas tellement cette histoire de fenêtre de fertilité. Enfin, en tout cas, on n'en sait rien. On a l'impression que les garçons, pour qui pourtant ont une chimiothérapie très fortement stérilisante, il y en a certains qui récupèrent une fertilité à la fin du traitement. Mais on ne sait pas si c'est de courte durée ou si pour eux, ça va durer toute la vie, parce que c'est quand même pas tout à fait ça ne fonctionne pas de la même manière. Mais malgré tout, en tout cas, pour un garçon pubère, le seul moyen d'évaluer la fertilité, c'est le spermogramme.
Donc c'est un recueil de sperme, comme s'il faisait un don ou s'il faisait une conservation pour lui. Mais il n'y a pas vraiment de moyen biologique aussi fort que l'AMH pour évaluer la fertilité. Donc on peut proposer à ces jeunes hommes qui ont terminé leur traitement de faire un spermogramme, ce qui permet d'une part d'évaluer la fertilité et d'autre part, s'il y a des spermatozoïdes, eh bien de conserver. Voilà. Alors ça, c'est vraiment, je crois que c'est ma dernière diapositive. Oui. C'est vraiment là pour dire les avancées de la médecine absolument considérables. C'est que moi qui fais de la greffe depuis 20 ans, il y a 20 ans, à mes patients enfants ou pubères qu'on allait greffer, je leur proposais la cryopréservation ovarienne ou testiculaire. C'était à eux de décider, aux patients et aux parents, s'ils souhaitaient leur faire, parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, je leur disais, vous savez, je vais vous conserver votre ovaire ou vos testicules, mais si dans 5 ans, vous me dites, ou dans 1 an, vous me dites, ben voilà, là, je veux des enfants, je veux les récupérer, moi, je vais vous dire, on ne sait pas faire. Par contre, on espère que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas quand, on saura le faire. Donc ça, c'était il y a 20 ans. Et là, maintenant, depuis 10 ans, pour les ovaires, on sait le faire. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'absolument... Ce pari qu'on a fait sur l'avenir, il a fonctionné pour les filles. Et donc maintenant, les entretiens sont un peu différents pour les filles. Et on les pousse plus qu'à l'époque, on avait une certaine prudence parce qu'on se disait, allez leur faire une célio, conserver quelque chose, donc peut-être qu'on n'arrivera jamais à le faire. Là, donc, pour les filles, on encourage fortement. Les garçons, on ne sait pas encore le faire, mais on va y arriver aussi. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et dans 5, 10, je ne sais pas quand. Et donc voilà, en France, il y a 3736 femmes qui ont eu une conservation d'ovaires. 50% avaient moins de 15 ans, c'était les filles non pubères. 50% avaient un cancer. Les autres 50%, c'est les maladies non malignes qui sont greffées par de la moelle. En 2021, par exemple, en France, il y a eu 17... Alors j'ai mis greffe, ce n'est pas le bon terme, enfin, c'est confondant par rapport à la greffe de moelle pour les lymphomes, mais ça s'appelle aussi une greffe, mais il y a eu 17 réimplantations d'ovaires chez 17 femmes, et c'était essentiellement des femmes qui avaient eu des lymphomes de Hodgkin. Et si on fait un total de toutes les réimplantations d'ovaires qu'il y a eu en France, il y en a eu 180. Sur ces 180, il y a eu 72 grossesses, dont 57 spontanées. Donc 57 spontanées, c'est-à-dire pas de stimulation hormonale, pas de fécondation in vitro, on réimplante, récupération de cycle et grossesse spontanée. Et sur ces 72 grossesses, il y a eu 50 naissances d'enfants en bonne santé. Voilà, donc pour conclure, vraiment la préservation de la fertilité dans les AJA, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect psychologique dont je vous ai parlé, d'arriver avec un diagnostic de cancer, on ne peut plus aller à l'école, on perd ses cheveux, il y en a pour plusieurs mois, on va peut-être mourir de sa maladie. Et la claque, en même moment, on leur dit « Ah oui, mais il faut absolument préserver un ovaire, un testicule, aller au séco se masturber ». Il y a vraiment quand même un aspect psychologique qui n'est pas facile au diagnostic. Il y a les aspects techniques, les contre-indications au prélèvement au diagnostic quand l'état de santé ne le permet pas. Et puis voilà, il y a les immenses progrès qu'on a faits. Et donc, comme le professeur Morschauser l'a dit, tous les espoirs qu'il y a dans la guérison de lymphome, dans la fertilité aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci. Merci. Alors c'est que ce sujet de la fertilité est un sujet qui m'intéresse particulièrement, que j'ai beaucoup porté dans le cadre associatif, et je vois toutes les évolutions de manière assez énorme. Moi-même, on ne m'avait pas proposé d'ailleurs la fertilité avant la greffe il y a 25 ans. On ne savait pas comment en parler à un adolescent. Ça, comme vous l'avez dit, c'est encore difficile aujourd'hui. Mais on voit les progrès qu'il y a eu qui sont très très notables. Ce que je souligne toujours quand on parle de fertilité, c'est qu'il y a aussi une autre façon d'être parent dans cette démarche-là. C'est celle que j'ai choisie avec ma femme, c'est l'adoption, qui est aussi, et qui quelquefois, c'est moins votre travail, mais en tout cas l'avoir en tête quand vous en parlez aux patients, c'est aussi un élément important pour ceux qui ne veulent pas faire le choix de partir dans une PMA, ce qui a été notre choix pour plein de raisons. Merci à toutes les deux. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des partages sur ces questions de fertilité ou des questions d'agents en particulier? Pas sur Internet, on me dit. Non. Eh ben, écoutez, comment je ne voyais pas. Il y en a une au fond.
Non, pas forcément juste parler fort, parce que sinon sur Internet, ils ne vont pas vous entendre. Hein. Et comme on enregistre aussi pour faire revivre toutes ces sessions sur les réseaux, c'est important. Oui, ma question concerne les parents des AJA. Est-ce qu'il y a des besoins de prise en charge de ces parents qui doivent être désorientés et est-ce qu'il y a des réponses dans vos centres de soins? Comment vous accompagnez les parents? Accompagnement des parents, voilà. Alors pour la prise en charge des parents, ça c'est le cœur de notre métier. La pédiatrie, c'est vraiment la pédiatrie ou l'AJA, c'est vraiment un triptyque médecin, patient, enfant ou AJA et parents. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude au quotidien. On est quand même formé pour ça, que ce soit les équipes médicales ou paramédicales. Et oui, bien sûr, dans le service, il y a possibilité d'avoir une psychologue qui vient discuter à l'enfant, et aussi à sa famille. En fait, c'est vraiment partie prépondérante. Elle prend en charge toute la famille. Et puis il y a des associations. Par exemple, à Jeanne de Flandre, on a la mi-temps des parents qui propose justement un soutien, de la socio-esthétique pour les parents, etc., des moments de détente pour prendre en charge aussi la famille. Voilà. D'ailleurs, la présence des parents, quand on parle de fertilité, de masturbation, les consultations où il y a souvent quand même une partie des parents qui sont présents, c'est aussi difficile d'aborder ce sujet-là en présence des parents. Ça rajoute une strate à ce que vous disiez. Et on essaye de voir l'adolescent quand les parents ne sont pas là. Et puis là, je ne l'ai pas mis parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais dans les recommandations de l'INCa, il est dit qu'il est recommandé que ce soit le père qui accompagne l'AJA au SECOS et pas la mère, ou alors un représentant masculin. Mais oui. Souvent, les parents, eux, ils ont cette dimension quand même non, il faut vraiment que tu y ailles, moi je veux des petits-enfants, alors que l'enfant ou l'AJA, il est quand même dans d'autres considérations. Là, il y a un truc horrible qui lui est tombé sur le coin de la tête et ils ne sont pas dans cette dimension si lointaine, ils n'ont pas la même temporalité, mais on essaye de respecter le choix de tout le monde. Merci à toutes les deux. Merci Dr Barbati, Dr Bruno. S'il n'y a pas d'autres questions. Et voilà.